Tu trouves un truc intéressant pour la prochaine vidéo? T'es chiant, tu le sais ça. Franchement, en 3 semaines, t'avais quand même largement le temps de trouver un sujet. Et maintenant, tu m'obliges à t'aider à chercher un manga à la fois court et intéressant. Bonjour les vacances, hein, merci. Corrige-moi si je me trompe, Jérémy. Mais le boulot de l'assistant, est-ce que c'est pas d'aider le titulaire? Ouais, ben justement, je crois que l'assistant il va rentrer chez lui parce que le titulaire va se mettre au taf. Vous trouvez quelque chose? Peut-être bien, ouais. Un manga en 3 volumes, même pas sorti en France, tiens. Écrit entre 99 et 2001. En 3 volumes seulement? Eh ben dis donc. Si la vidéo dépasse les 5 minutes, Jérémy, je te paye le champagne. C'est quoi comme manga? Gatekeepers. Sans deck. Ah, le viol mental. Quelle magnifique sensation. C'est comme si votre esprit avait été percuté par un 33 tonnes et que Robert le camionneur se faisait plaisir sur son cadavre. Je n'en reviens pas. Je comprends pas comment un paradoxe pareil peut exister. Je vous jure que là, sur le coup, je suis à 2 doigts d'appeler le docteur. A l'origine, Gatekeepers était un manga co-réalisé par Hiroshi Yamaguchi pour le scénario et Keiji Goto pour l'illustration et l'idée originale, le tout ayant été publié dans le magazine Ace Next de décembre 1999 à octobre 2001. Ce manga prend comme base la croissance économique du Japon en 1969, et c'est dans cette nouvelle société de consommation que des extraterrestres décident d'envahir la planète. Afin de défendre la Terre contre ces envahisseurs, une organisation internationale du nom d'Aegis a été créée. Il s'agit d'un acronyme dont la signification est développée ci-dessous, et pour l'anecdote, l'Aegis est le bouclier de Zeus dans la mythologie grecque, plus connu en français sous le nom d'Égide. Bref, pour combattre les envahisseurs, l'Aegis envoie sur le champ de bataille des personnes appelées les Gatekeepers, traduisez gardiens de portail, parce qu'ils sont capables d'ouvrir des portails dimensionnels pour épuiser la seule énergie efficace contre les envahisseurs. Et donc l'histoire tourne autour de Shun Ukiya, un lycéen qui se voit invité à rejoindre la branche japonaise de l'Aegis, juste après avoir ouvert pour la première fois son portail des rafales, qui est considéré comme l'un des portails les plus puissants qui existent. Au passage, ce manga a été adapté en animé avec 24 épisodes, et si j'ai attendu aussi longtemps pour vous en parler, c'est parce que tout le résumé que je viens de vous faire est à 80% allez, la seule chose que l'animé a de fidèle au manga. Les 20% restants concernent les personnages qui, dans l'ensemble, restent les mêmes, mais pour le reste, que ce soit le développement, la logique des événements ou le background, il y a autant d'écart entre l'anime et le manga qu'il y en a entre Doctor Who et la série Lost. Et franchement, moi qui ai découvert Gatekeepers avec la version animée que j'avais adoré quand j'étais petit, la lecture du manga m'a fait ressentir la même chose que ça. Je m'explique. En ce qui concerne le manga, l'introduction des personnages est tellement rapide que j'ai eu l'impression de lire la notice d'une boîte de Géomag. Vous savez, ce genre de truc qui vous dit « Alors, vous avez ça, ça, ça et ça, maintenant démerdez-vous pour que ça ressemble à quelque chose ». Une intro de personnage bien maîtrisée, c'est par exemple Neji dans Naruto. Première apparition chapitre 36 où on nous fait comprendre que c'est pas un rigolo. Premier combat chapitre 79 contre Hinata où on nous montre les bases de son style d'attaque. Et deuxième combat chapitre 101 contre Naruto où on voit ses premières techniques. On va dire que c'est un peu plus expéditif dans Gatekeepers. Jeune homme, sois le bienvenu à l'Aegis. Nous ne savons rien de toi, excepté que ton portail est particulièrement puissant, mais nous nous contenterons de ceci pour te nommer capitaine. Ton équipe sera composée de Ruriko Ikuzawa qui possède le portail de la vie, Kaoru Kono ici présente détient le portail de la force physique, Reiko Asagiri juste derrière maîtrise le portail des illusions, et enfin la jeune Misao Sakimori que voici peut avoir recours au portail des barrières. J'espère que vous ferez tous du bon travail. Ouais. Tout ça dans les 3 premières pages du chapitre 2. Paye ton suspense. Ensuite, comme s'il n'était pas suffisant de les présenter en aussi peu de temps qu'il en faut à un nouveau fan de Dragon Ball pour imiter les gestes du Kamehameha, les personnages n'ont quasiment aucun background. Qu'est-ce qu'on se doit par leur nom et leur pouvoir? Eh bien, Kaoru est triste parce que ses frères et sœurs lui manquent, Misao a tout dans la tête dans un livre parce qu'elle est trop timide pour parler avec les gens, Reiko rêvait d'être une sorcière quand elle était petite, et Ruriko a découvert son pouvoir en voulant sauver un petit chat qui s'était fait renverser par une voiture. Tu veux savoir autre chose de leur sujet? Tu peux te le mettre profond pour que ça arrive. Et bien sûr, c'est tout aussi valable pour les autres Gatekeepers qui apparaissent plus loin dans l'histoire. Parlons maintenant des envahisseurs. D'accord, ils ont l'air menaçants et tout, mais franchement, c'est leur seule qualité en tant que méchants. Ils ont aucune résistance, ils ont aucun charisme, et même leurs chefs sont présentés de manière bâclée. Regardez celui-là par exemple. Il s'appelle Reiji Kageyama et c'est le premier méchant important de l'histoire à apparaître. Vous vous dites peut-être que comme c'est un être humain,
il va avoir de la personnalité et donner plus de fil à retordre aux Gatekeepers. Pardon, je me disais que l'espoir faisait vivre. Je peux vous résumer sa première apparition comme ça. Salut, moi c'est Reiji Kageyama et je suis un méchant. Impossible! Comment un humain peut-il aider les envahisseurs? C'est pourtant vrai, gamin. D'ailleurs, je vous le prouve, je retiens votre copine en otage. Espèce de salaud, tu vas morfler. Prends ça! Esquive! Il a esquivé mon attaque! Je vais te donner un conseil, gamin. Continue de t'entraîner. En attendant, au lieu de contre-attaquer et de vous tuer tout de suite, je vais libérer la fille et m'en aller en riant comme un dingue. Ha 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 ha! Épique, hein? Bon, on va s'arrêter là pour la version papier. Comme Jérémy l'a dit, ce manga n'est pas paru en France, j'ai donc dû me contenter de la traduction américaine trouvée sur internet, mais apparemment même les Américains se sont rendus compte de la nullité de ce bouquin, à tel point qu'ils n'ont pas publié le volume 3. Du coup, impossible de connaître la fin de la version papier, mais franchement, moi, ça m'a pas fait de mal. On va maintenant passer aux commentaires de l'animé, et je tiens à vous assurer qu'il s'agit bien de la même histoire, parce qu'il se peut que vous ayez des doutes, vu la différence de qualité avec la version papier. Alors avant que vous ne me traitiez d'arnaqueur et d'opportuniste, je préfère le dire en avance, oui, j'avais dit dans ma vidéo sur Cardcaptor Sakura qu'il ne fallait pas que l'anime soit meilleur que le manga. Mais ça, c'est vrai quand la version papier est déjà bien en elle-même, et que si l'anime est meilleur, grâce à des fillers qui plus est, il risque d'éclipser le manga original. Dans le cas de Gatekeepers, je considère que c'était un mal nécessaire, parce que franchement, l'idée de base de ce manga avait tellement de potentiel qu'il aurait vraiment été dommage de ne pas l'exploiter correctement. En fait, disons que faire un manga papier avec Gatekeepers n'est pas la meilleure idée que Keiji Goto ait eue. Après tout, ni lui ni Hiroshi Yamaguchi ne sont connus pour leurs œuvres papier, mais plutôt pour leurs contributions à des animés d'autres mangas. Par exemple, Goto a travaillé sur les animés de Dick Grayman, Evangelion ou encore le 4e film de Bleach, et Yamaguchi a contribué à Gurren Lagann, Rosario Vampire et Beelzebub. Du coup, lorsqu'ils se sont rendus compte que leur manga n'était pas ce qu'on peut appeler un chef-d'œuvre, je pense qu'ils ont tout fait pour que l'anime échappe au même sort. Et de mon point de vue, ils ont réussi. Niveau background, rien à redire. On nous explique comment la Aegis a été créée, les protagonistes ont des familles qui ne sont pas uniquement évoquées, et concernant leur passé respectif, dites bonjour à une armée de flashbacks. Niveau développement, pareil, le premier épisode nous donne un avant-goût de la menace des envahisseurs dans ses 2 premières minutes, les personnages sont présentés au même rythme que Nene Sakura dans CCS, et les combats sont bien plus épiques qu'un simple « tu vas crever sale monstre ». D'ailleurs parlons-en des envahisseurs, ils sont bien plus crédibles dans l'anime. Comparons la manière dont le premier combat est représenté dans les 2 versions. Dans le manga, un envahisseur apparaît devant Shaun par le plus grand des hasards, manque de le tuer, se bat 2 minutes avec un type masqué sorti de nulle part, qui s'avère finalement être Ruriko, et finit par se faire dézinguer après que Shaun ait éveillé son portail. Mon dieu que cette scène était impressionnante. Dans l'anime par contre, déjà il n'y a pas qu'un seul envahisseur, il y en a une bonne trentaine, on nous présente un envahisseur rouge qui semble servir de chef aux envahisseurs noirs. Comment pourrait-on les améliorer? Mode fusion dans ta gueule! Et concernant la contre-attaque, heureusement que cette fois, il n'y a pas que les Gatekeepers qui se sortent les doigts du cul. Mesdames et messieurs, admirez la Aegis. Si vous jetez un œil sur votre gauche, vous verrez... Paranormal. Ils sont là! Waouh, je veux ce bus. Ensuite, concernant le déroulement de l'histoire dans son ensemble, on a un début classique où chaque personnage est présenté par un nouvel épisode, ce qui nous permet de mieux nous familiariser avec eux, et la menace des envahisseurs s'intensifie progressivement jusqu'à atteindre un niveau vraiment flippant, étant donné qu'on passe de juste ça dans l'épisode 1 à tout ça dans l'épisode 23. Rassemblement, 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 l'ordre est donné. Rassemblement, rejoignons notre maître.
Rejoignons notre maître. Bien. Allons-y, mes fidèles serviteurs, nous avons du travail à accomplir. Et quant au climax des 3 derniers épisodes, c'est comme si la revanche des Sith était sortie avec 4 ans d'avance. Mais surtout, la meilleure amélioration de l'anime par rapport au manga, c'est le développement de Reiji. Fini le manque de charisme et l'intro super rapide de l'anime, et place au rôle de l'homme aux 2 visages. Reiji apparaît dans l'épisode 9, mais ce n'est que dans l'épisode 22 que les protagonistes découvrent qu'il travaille avec les envahisseurs. Et sur toute la durée qui sépare ces 2 épisodes, Reiji fait semblant d'être le gentil camarade de classe que tout le monde adore. Putain que c'est bon, un antagoniste qui a la classe. Bon par contre, n'allez pas croire que l'anime est parfait non plus, hein. C'est juste que si on le compare au manga, c'est comme si on mettait l'un à côté de l'autre The Dark Knight et Batman et Robin. Mais l'anime a quand même 2-3 trucs qui déconnent. Par exemple, Keiji Goto a pensé que modifier certains pouvoirs et personnages serait une bonne idée. Non, pas du tout. En l'occurrence, ce personnage s'appelle Francine Allumage. Je fermerai les yeux sur le nom de famille qui a été choisi uniquement pour être en accord avec le portail de feu que possède Francine, mais vous aurez, je pense, déduit par vous-même que ce personnage est d'origine française. Malheureusement, Francine n'apparaît dans aucun des 24 épisodes de l'anime. Par contre, son personnage lui a bien été écartelé et ses morceaux ont été disséminés par-ci par-là. Son portail de feu a été légué à Fei, une gatekeeper chinoise dont le portail d'origine servait à invoquer un panda géant, et son caractère design a apparemment subi de lourdes opérations esthétiques et un lavage de cerveau en prime, étant donné qu'on passe d'une jeune femme sympathique dans le manga à un playboy arrogant dans l'anime. Et pour couronner le tout, le désormais nommé Jim Skylark s'est empressé d'utiliser son nouveau portail de la vitesse pour s'exiler politiquement de l'autre côté de la Manche. Alors d'accord, c'est pas une erreur monumentale et ça n'a au final aucune importance sur l'histoire, mais je ne peux m'empêcher de penser que Keiji Goto nous a fait, à nous les Français, un joli petit coup de pute. Prenez ça dans la gueule, bande de mangeurs de grenouilles. Par contre, et cette fois tout problème de nationalité mis à part, il y a un truc que je n'accepte pas dans l'anime. Regardez. C'est ça que vous vouliez me montrer? Oui, c'est bien ça. UP15? Hein? Voici le véhicule de poursuite spéciale de la brigade des Gatekeepers, une UP15, également connue sous le nom de Yotahachi Deluxe. Je vous présente l'un de nos meilleurs chefs mécaniciens de la branche Extrême-Orient de l'Aegis. Oubliez ça, appelez-moi Binoclard. Mais qui parmi tous les gens au monde qui portent des lunettes se présenterait en disant « Appelez-moi Binoclard » Au témoin d'un doute, Binoclard c'est pas un compliment, on est d'accord. En général c'est péjoratif d'appeler quelqu'un comme ça. Alors pourquoi est-ce qu'un personnage qui va apparaître dans pratiquement tous les épisodes n'a même pas un prénom? Parce qu'après, autant y aller à fond. Vous imaginez les personnalités suivantes se présenter sur le même modèle? Appelez-moi Banania. Bonjour, je suis la femme de Gimli, moi. Salut, c'est moi, le grec qui a échappé à la crise.
Je suis Tubman. Bon, pour le coup, celui-là, il pourrait le faire. Et donc, voici la conclusion de cette vidéo, bien qu'elle me paraisse évidente. Si j'ai éveillé en vous un intérêt pour Gatekeepers, jetez-vous sur l'animé, je vous en prie. Par contre, n'essayez pas une seconde de lire la version papier, à moins bien sûr que vous n'aimiez contempler le vide intersidéral. Ou que vous soyez sadomasochiste. Et on termine, comme toujours, par mes 5 raisons pour vous convaincre de vraiment aller voir Gatekeepers. Numéro 5, les véhicules de l'Aegis ont vraiment trop la classe. Avec en premier lieu le bus blindé et la magnifique UP15, putain je veux cette voiture. Numéro 4, les OST sont vraiment une merveille, avec en particulier les thèmes de l'Aegis et des envahisseurs qui pour moi retranscrivent parfaitement la nature des deux organisations. En numéro 3, les portails font partie pour moi des meilleurs pouvoirs jamais inventés. Non seulement ils offrent aux Gatekeepers une énergie potentiellement infinie, dont la seule limite d'utilisation est la volonté du possesseur, mais en plus, ils sont juste super stylés. Après tout, qui n'aimerait pas tirer des flèches de lumière, provoquer des tornades, ou créer un manteau de neige en plein mois d'août, avec en prime des pupilles tellement classe que le Sharingan a l'air d'une simple lentille de contact à côté. Numéro 2, quand il n'y en a plus, il y en a encore. Si les 24 épisodes de Gatekeepers ne vous ont pas rassasié, il existe pour votre plus grand plaisir une suite en 6 OAV intitulée Gatekeepers 21. L'histoire se passe cette fois en 2001 et les envahisseurs sont de retour après que l'Aegis ait été plus ou moins dissoute. L'atmosphère y est bien plus sombre, notamment à cause des problèmes de la société actuelle, et comme protagoniste, on se retrouve avec une jeune fille du nom de Ayane Isuzu. Maintenant, ce qui serait relou, c'est qu'elle possède le même portail que Shaun, mais... Non, c'est pas le genre des animés japonais d'être aussi prévisible. C'est comme si en plus il prenait un personnage déjà classe dans Gatekeepers et qu'il le rendait encore plus classe dans 21. Ce serait ridicule à avouer. Pourquoi la musique elle s'est arrêtée là? C'est le logiciel de montage qui bug ou... Je sais pas. Hein. Bon bah la suite, hein, raison numéro 1. Raison numéro 1 de regarder Gatekeepers, l'opening. Cet opening est pour moi l'un des meilleurs openings d'anime shonen jamais créés. Et par là, je veux dire que cet opening vend extrêmement bien sa série. Qu'est-ce qui d'après vous fait un bon opening shonen? Une intro qui te met direct dans l'ambiance? On a. Ensuite, une présentation sommaire des personnages. Ok. Une présentation des ennemis qui ne dévoile que leur apparence et leur côté menaçant. Ok. Des scènes épiques qui te donnent envie de faire partie des événements. Ok. Un aperçu des pouvoirs assez long pour que tu en aies une idée générale, mais assez court pour que ton imagination travaille en plein régime. Ok. Et enfin, une musique qui colle parfaitement aux images, ça aussi c'est ok. Donc carton plein pour l'opening. Tant que j'y suis, j'aimerais terminer cette vidéo en donnant une mention spéciale à la version française de l'anime, car pour une fois, on ne peut rien lui reprocher. J'irais même jusqu'à dire que je trouve la version française meilleure que la version japonaise. Ouais, je suis sérieux. Autant je trouve toutes les voix françaises bien adaptées à leurs personnages, autant certaines voix japonaises ne sont pas bien choisies du tout. Je vous montre. Certains personnages ont effectivement des bonnes voix dans les deux versions, c'est notamment le cas de Shaun, qui en japonais donne ça. Et en français donne ça. Et toi, Faye? Après tout, tu as plus d'expérience que nous, alors qu'est-ce que tu en penses? Tu te sens sûr de toi?
Au passage, si la voix française vous a semblé familière, c'est parce que le doubleur de Shaun, Olivier Podesta, est également le doubleur français de Kurt Hummel dans Glee. En revanche, les voix japonaises de Binoclar, Megumi et Yukino ne collent pas du tout à leur personnage. En ce qui concerne Binoclar, C'est justement la source des ondes paranormales. Aucun doute là-dessus, lieutenant. c'est une voix normale qui convient tout à fait à son apparence d'adolescent. Alors pourquoi est-ce que la version japonaise lui a donné la même voix que Mirmo? Pareil pour Megumi, voici la version française. Moi, c'est différent. Je me souviens, j'ai accepté de devenir gatekeeper uniquement pour prouver à tout le monde que j'étais la meilleure. Là, on entend bien que c'est une adolescente mal dans sa peau, et c'est justement ce qu'il faut entendre. Dans la VO, d'accord, on a la même impression, mais il aurait mieux valu ne pas lui donner une voix qui fasse croire qu'elle est accro à la clope. Quant à Yukino, pour bien vous expliquer pourquoi sa voix japonaise ne me convient pas, je suis obligé de vous spoiler un chouïa en vous disant que c'est une sorte d'esprit dont l'apparence est celle d'une petite fille parce que son portail a eu comme effet secondaire de stopper son vieillissement. En accord avec ça, la version française lui a donné une voix enfantine. Je ne veux pas voir couler les larmes sur les joues de Saini. Ouvre-toi, porte des glaces. Vous serez d'accord que si elle a cessé de vieillir alors qu'elle était enfant, sa voix aurait dû rester celle d'une enfant. Bizarrement, c'est pas venu à l'esprit des Japonais. Donc je suis désolé, mais à tous ceux d'entre vous qui vouaient un culte à la voix STFR et qui crachaient sur la VF, faites-vous à l'idée que dans le cas des Gatekeepers, c'est la VF qui remporte la victoire. Et c'est tout. Et nous voici arrivés à la fin de la vidéo, donc comme d'habitude, je vous invite à laisser un commentaire pour me faire part de votre ressenti, à aimer la vidéo si elle vous a juste fait passer un bon moment, à vous abonner à ma chaîne si vous appréciez mes analyses, et à aller voir la vidéo précédente s'il vous faut un avis complémentaire. Sur ce, à la prochaine. Thank you.